Hello, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un update lecture de diverses lectures du mois de juin-juillet. J'ai 4 lectures à vous présenter, j'aurais pu vous en présenter plus mais après je me suis dit que la vidéo allait durer trop longtemps, ça c'est chiant. Récemment j'ai lu une pièce de théâtre très connue qui s'appelle Lucrèce Borgia de Victor Hugo. Il faut savoir que j'ai vraiment toujours eu beaucoup de problèmes avec Victor Hugo. J'ai lu de la poésie de Victor Hugo, j'ai jamais vraiment aimé. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai vraiment du mal avec cet auteur. Mais comme j'ai un côté un petit peu maso, je me suis dit que j'allais tester le théâtre. Pourquoi pas. Et puis il se trouve qu'en cours, on avait 2 premiers actes d'une version mise en scène de la Comédie Française avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais un acteur formidable dans le rôle de Lucrèce Borgia. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Lucrèce Borgia c'est un personnage qui a réellement existé, qui était la fille d'un pape. Il y a plein de légendes autour d'une Lucrèce Borgia sanguinaire qui aurait commandité plein de meurtres, etc. Alors que dans la réalité, c'est plutôt une victime de son frère et de son père qui ont en effet fait exécuter ou humilier ces divers maris afin qu'elle puisse en changer et servir les intérêts de sa famille. La pièce de théâtre, c'est plutôt la Lucrèce Borgia sanguinaire qui est dépeinte. Et c'est, je trouve, intéressant de voir à quel point elle est dépeinte comme un monstre et en même temps, il y a une certaine humanité qui ressort. Et je trouve que c'est un personnage très complexe en tant que personnage de fiction. Et donc je vous recommande cette pièce. Une autre des lectures plus classiques que j'ai eues ces dernières semaines, c'est le Horla et autres contes fantastiques de Guy de Maupassant. J'avais déjà lu le Horla il y a quelques années, mais j'aime bien Maupassant, j'ai lu Belle Amie de lui et j'aime beaucoup sa plume. De plus, je trouve ça hyper intéressant de lire des œuvres fantastiques des siècles passés, puisque je trouve ça divertissant de voir l'évolution que le fantastique a pu prendre par rapport à des œuvres fantastiques comme de maintenant en fait. Puisque dans le Horla et dans tous ces contes, je ne vais pas vous faire de résumé puisqu'il y a plusieurs petites nouvelles dans ce recueil qui est donc un recueil du Flammarion. Ce qui compte dans ce fantastique là, c'est plutôt la création d'une ambiance très lourde. C'est souvent autour de la folie, c'est des histoires très ambiguës. On ne sait jamais s'il y a vraiment des phénomènes surnaturels ou si c'est plutôt une déviance ou une folie de la part du personnage. Et je trouve que c'est ça qui rend ces nouvelles très intéressantes à lire. Et en plus, voilà, comme je le disais, c'est un format nouvelle, c'est très court, ça se lit très vite et c'est hyper sympa à lire, à découvrir. C'est très accessible et ça change du fantastique qu'on a l'habitude de lire. Et c'est pour ça que je vous le recommande. Maintenant, je vais vous présenter 2 romans qui m'ont été envoyés par Dabelio et par les éditions Milan. Ce sont les 2 premiers tomes de la série Grisha. Donc, si vous ne le savez pas, je suis une très grande fan de Six of Crows. Donc Six of Crows, donc la duologie avec Cook Kingdom, qui a été traduite en français. C'est une histoire qui se passe à Ketterdam et qui se place dans l'univers du Grishaverse. Et donc cette trilogie, c'est la première trilogie que Leigh Bardugo a écrite. Et elle a ensuite écrit la duologie Six of Crows, qui a eu plus de succès que Grisha. Donc les éditions de Milan ressortent la trilogie Grisha, dont le 3e tome va paraître au mois de novembre, il me semble. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de Six of Crows, que vous ne l'avez pas lu, je vous mets des petits liens dans la barre d'infos vers mes chroniques des 2 romans que je vous conseille à 2000%. Donc en attendant, j'ai lu ce premier tome et le second dont je vais vous parler un petit peu. Donc, dans Grisha, on rencontre Alina qui est une jeune orpheline qui est engagée dans l'armée de Ravka. Donc Ravka c'est un pays donc, dans l'univers des Grisha. Et la particularité de ce pays, c'est la nation des Grisha. Les Grisha, ce sont des sortes de sorcières et sorciers qui manipulent l'énergie et qui ont plusieurs spécialités. Il y a des Grisha qui contrôlent le feu,
Il y en a qui sont des fabricateurs, on appelle ça. C'est des gens qui arrivent à créer des choses, c'est des sortes d'architectes, si vous voulez. Et donc, Alina est une jeune orpheline qui est engagée dans l'armée avec son meilleur ami mâle. Et il se trouve que le royaume de Ravka a un grand problème, puisqu'une étendue noire, qu'on appelle le Shadowfold, transperce petit à petit le royaume. Et dans cette étendue noire vivent des créatures monstrueuses. Ce qui vient que la traversée du Shadowfold devient de plus en plus compliquée et que l'accès aux côtes du royaume est largement compromis. Et c'est durant l'une de ces traversées que Alina va se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas qu'une simple orpheline finalement. De là, elle va découvrir un monde très différent de celui qu'elle a connu. Elle va rencontrer de nouveaux personnages, elle va être mise en contact avec des gens puissants et elle va être surtout au cœur de plusieurs intrigues politiques et elle va vraiment devoir faire face à un nombre de choses énormes qu'elle ne connaît pas. Donc c'est notre petite Alina toute naïve qui ne sait pas du tout où elle débarque, va bien avoir de problèmes à s'adapter à cette nouvelle position. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est déjà tout cet univers. Puisque dans Six of Crows, on parle des geishas, évidemment, il y en a plusieurs, Nina c'est une geisha. Mais on n'en parle pas tant que ça, et on ne va jamais à Ravka d'ailleurs, on nous explique, on nous parle, on mentionne le roi de Ravka, on mentionne certaines choses, mais ici on est vraiment au cœur de ce pouvoir, on est au cœur de ce royaume, et je trouve que c'est très intéressant de découvrir comment tout cela fonctionne. C'est une nouvelle facette de cet univers. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Elina, quand même un minimum de charisme, elle se laisse pas faire en fait. Et j'ai trouvé que c'était pour ça qu'elle était un personnage attachant, puisqu'à la fois elle se bat et elle veut pas se laisser marcher sur les pieds, et à la fois elle a beaucoup de faiblesses et elle est très au courant de toutes ses faiblesses. Et elle a peut-être des fois tendance à penser plus à ses faiblesses qu'à ses forces. Mais bon. L'autre personnage qui est hyper marquant dans cette trilogie, c'est le Darkling. Euh, c'est un personnage très sombre, très mystérieux, dont on sait très peu de choses. Et je trouve que c'est ce personnage qui tient un peu l'intrigue de ces romans. Et c'est vrai que ça peut être un peu dommage, parce que finalement il y a moins de... Il n'y a pas assez de personnages avec beaucoup de charisme et des personnages très attachants dans ce premier tome. Et c'est pour ça que le deuxième est mieux. Je ne vais pas vous faire de résumé de ce deuxième tome parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais j'ai trouvé que le rythme dans le deuxième tome était à la hauteur du premier. Et j'ai surtout trouvé que dans le deuxième tome, on a des réponses et on a surtout un développement de plusieurs personnages qui est très intéressant. Tout d'abord Mal, donc le meilleur ami dont elle est quand même très très amoureuse. Dans le tome 1, on le voit très très peu. Et dans le tome 2, on le voit beaucoup. Et finalement, je pense que j'aurais aimé qu'on le voit beaucoup moins. Hein. J'ai beaucoup de mal avec ce personnage. Et je pense que je ne suis pas la seule. Mais dans ce deuxième tome, on a un autre personnage masculin qui arrive et qui lui est beaucoup plus classe quand même et a plus de profondeur, je trouve. Mal, en soi, on ne sait pas grand chose de lui. On sait juste que voilà, il était orphelin lui aussi. Et puis voilà. Donc je trouve que ouais, Mal est peut-être un peu moins bien caractérisé. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite. Si vous avez aimé Six of Crows, je vous conseille de tenter la lecture de Grisha tout en gardant à l'esprit que la duologie Six of Crows est bien meilleure que la trilogie Grisha et surtout que l'ambiance est beaucoup plus sombre dans Six of Crows. Six of Crows, c'est des romans qui sont durs quand même, qui abordent des thématiques pas faciles. Et aussi que dans Six of Crows, on a 6 personnages qui sont
merveilleusement bien caractérisés, qui ont tous une place très importante, qui sont profonds, et que on se rend bien compte que la duologie a été écrite après et que Leigh Bardugo avait une plume avec beaucoup plus de maturité et beaucoup plus d'expérience que quand elle l'a écrit cette trilogie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me parler de vos dernières lectures en commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.